Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Suite de notre entretien avec le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, pour évoquer les conflits de haute intensité. D'abord, mon général, que signifie la haute intensité? D'abord, c'est quoi un conflit de haute intensité? Alors on peut dire que, et d'ailleurs le chef d'état-major des armées en parle, une action au sol peut être de très haute intensité. Elle n'a pas besoin de durer des mois, elle n'a pas besoin d'une très très grande technologie, mais la haute intensité, on peut aussi la caractériser comme cela, par une haute intensité de l'action. Mais pour nous, quand on parle de la haute intensité, on parle dans nos contrats opérationnels des armées, c'est cet engagement majeur qu'on aurait à faire. On peut dire que la haute intensité, c'était la guerre du Golfe. Ça se joue contre une puissance avec un haut niveau d'armée, que ce soit technologique et en nombre, et vous faites appel donc à beaucoup de moyens sur une certaine durée. Voilà. Donc c'est ça la haute intensité. Elle est caractérisée par cette haute technologie, elle est caractérisée par cette durée, et pourquoi je dis ça, vous allez le voir après, et puis par cette attrition possible de ce conflit de haute intensité. Et pour y faire face, ce qui est important, donc on en a parlé, de cette supériorité opérationnelle, il est important aussi d'intégrer tous les milieux et tous les champs, le cyber bien évidemment, la guerre électronique bien évidemment aussi, la guerre informationnelle, donc tout ceci doit être lié, donc plus on sera lié, plus on sera fort. Il y a besoin également de saturer, donc un certain nombre. Je ne peux pas saturer les défenses solaires adverses qu'avec des avions de combat. C'est pour ça qu'on imagine des essaims de drones qui permettent de saturer des défenses adverses. Ces drones peuvent également réussir à capter la situation. Donc, ce sont des senseurs, des détecteurs et la retransmettre à ceux qui vont délivrer de l'armement. Quand on parle de durée et d'attrition, et c'est là où il faut bien le comprendre, eh bien, j'ai besoin donc d'un certain stock de munitions pour pouvoir durer dans ces conflits de haute intensité. J'ai besoin d'équipage et d'équipement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des besoins importants que nous devons prendre en compte pour faire face à ces conflits de haute intensité. Sur le SCAF, l'avion de chasse du futur, est-ce que vous êtes optimiste sur la tournure que prennent les événements et sur la position allemande? Alors, j'ai toujours été très optimiste de nature. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est le besoin opérationnel d'armée de l'air. Et ce besoin a été exprimé dès 2018 par la France et puis par l'Allemagne, rejoint ensuite par l'Espagne. Donc on a besoin, comme je l'ai expliqué, d'avoir un système qui réponde aux enjeux opérationnels de 2040 et de plus. Quand vous regardez un avion de combat, le Rafale, moi je l'ai vu voler en 1986. Il évolue, il est entré dans les forces, il évolue et il continuera à évoluer et on va en avoir besoin pendant un certain temps. Et il a fait ses preuves, il est combat de prouveur, il a cette capacité d'adaptation. Le système de combat aérien du futur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de définir, les armées de l'air sont en train de définir le besoin, alors de manière très générale, et puis on l'affine. On est en train d'écrire à trois mains le concept de guerre aérienne collaborative. Donc on a un besoin. Donc j'ai toujours été positif parce que ce besoin, il existe et nos armées de l'air le défendent. Après, il y a toute la partie industrielle. Comment allons-nous le faire ? Je suis très confiant parce que le système de combat aérien du futur, c'est une colonne vertébrale pour nos défenses. Quand je parle de nos défenses, évidemment, je pense à l'Allemagne, l'Espagne et la France. C'est vraiment une colonne vertébrale qui va permettre, bien évidemment, à répondre à ces enjeux de menaces. On n'imagine pas tout ce qu'on va pouvoir faire ou développer avec ce système de combat aérien du futur. Et c'est vraiment aussi, c'est une colonne vertébrale, des muscles, un cerveau pour notre base industrielle de technologie et de défense dans le domaine aéronautique, mais même plus large, dans le numérique, parce qu'on parle évidemment de data lake, on parle d'intelligence artificielle, etc., etc. C'est vraiment une opportunité pour la France, une opportunité pour nos trois pays, mais c'est aussi une opportunité pour l'Europe d'avoir cette capacité, de développer ces capacités à pouvoir se défendre. Général Lavigne, elle existe, l'Europe de la défense? Ah oui. Je pense que la défense de l'Europe existe. Moi, je pense dans le domaine aérien. Juste un exemple. Il existe un commandement qui s'appelle le European Air Transport Command. D'accord ? Ce sont 7 pays de l'Europe qui ont mis en commun des moyens de transport. Mais pas que de transport, de ravitaillement en vol. Et qui fait que lorsqu'il y a une nation qui a besoin d'une mission, n'importe où, il lève la main et ce commandement dit très bien, on prend en compte, vous avez combien de tonnes à livrer, combien de passagers à transporter, très bien, ce sera un avion français qui va le faire. C'est une demande allemande. C'est ça l'Europe. Et ça délivre. C'est plus de 200 000 tonnes en 2020. Et on va aller encore plus loin. D'abord, on fait des entraînements.
entre pays européens. On a des accords, on parlait de PPS, on a des accords transfrontaliers qui nous permettent de poursuivre des mesures actives sur terrain qu'on a débutées dans un pays et qui continuent dans l'autre. On se partage des informations de situation aérienne et puis on a des capacités. La 400M est une capacité qu'on a développée en Europe. On est en très courte finale sur l'Euromal, entre l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la France. On a des capacités qui sont européennes et qui fait grandir l'Europe. Quand je parle de concept de guerre aérienne collaborative, c'est le début d'une stratégie commune. On est européen au service de la protection de nos concitoyens. On ne parle plus aujourd'hui uniquement de l'armée de l'air, mais de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, compétition dans l'espace, on est vraiment dans un mode de compétition eu égard aux intérêts stratégiques et économiques et humains qui existent dans l'espace. Et donc là, pareil, on est en train de s'adapter. Alors il y a eu bien évidemment le booster, ça a été cette stratégie spatiale de défense qui a été écrite sous l'impulsion de notre président de la République. Et ensuite, l'espace, c'est pareil que dans l'air, il faut savoir d'abord détecter, ensuite il faut identifier, que se passe-t-il, et ensuite il faut agir. Et donc là, bien évidemment, on met l'accent sur la surveillance de l'espace, donc soit par des moyens propres, soit par des services, parce qu'on n'a pas que des radars dans notre possession, on utilise des services. Un satellite, ça émet des ondes, et donc on peut identifier un satellite grâce aux ondes qu'il émet. Ça, c'est par exemple un service qu'on a avec Safran. On a également de la coopération, nos partenaires américains par exemple, et bien évidemment, on va s'améliorer pour identifier, parce que les satellites sont de plus en plus petits, il y en a de plus en plus, et donc c'est de plus en plus difficile de pouvoir les détecter. Ensuite, il faut savoir identifier. Alors quand je dis c'est un champ de compétition dans l'espace, c'est que maintenant on voit notamment en basse orbite des satellites, des manœuvres russes avec des satellites. Le ministre en avait parlé la première avec l'Oucholympe, mais on en voit plein d'autres avec des rapprochements à moins de 2 mètres. Ils changent d'orbite, ils s'écartent, ils lancent ce qu'on les Américains appellent des petites torpilles. Bref, il y a de la vie dans l'espace, il y a de la compétition dans l'espace. Et donc, il faut savoir identifier qui fait quoi. Et puis, le dernier point, il faut savoir agir. Et savoir agir, c'est quoi ? C'est justement quand on a des débris, mais ça on le fait déjà, soit quand on a ces satellites qui peuvent se rapprocher de nos satellites, mais il faut pouvoir manœuvrer aussi, agir, s'écarter, ce qui permet d'identifier clairement l'intention de celui qui se rapproche. Puis ensuite, il va falloir protéger de manière active nos satellites. Alors ça veut dire quoi, protéger de manière active ? C'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir ce qui se rapproche et de pouvoir dire à celui qui se rapproche: on t'a vu, ne te rapproche pas trop, ou alors si tu te rapproches trop, il peut y avoir des conséquences pour toi. Et donc là, c'est dans cette idée-là, c'est ce qui nous amène à développer le projet Yoda, de ce patrouilleur-guetteur, qui va nous permettre de consolider notre approche dans ce domaine de la protection active. Ça peut être aussi voir aussi, le satellite, c'est un des enjeux. Le satellite doit être un multicapteur, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire sa mission. Je transmets, je regarde la Terre, mais aussi je regarde ce qui se passe dans l'espace. Ça aussi, il doit être capable de le faire, ou peut-être d'avoir des moyens d'autoprotection, comme un avion. Un avion, il doit l'être. Donc ça, c'est une des évolutions majeures, et évidemment avec une forte adaptation de notre armée de l'air et de l'espace, avec la montée en puissance du commandement de l'espace. Merci, Général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, pour le podcast de l'aviation. Merci beaucoup, et on a une très belle aéronautique en France. Et tous les jours, on travaille bien évidemment en lien avec l'aviation civile. On a un intérêt commun, c'est protéger et pérenniser ce joyau que nous avons. Quand je parle d'aéronautique, bien évidemment, c'est l'espace aussi, donc aéronautique et spatiale. Donc voilà, l'armée de l'air est toujours engagée et le sera toujours grâce notamment à cette modernisation, mais également à ses aviatrices et ses aviateurs.